Quand tout le reste échoue, il ne reste plus qu'à s'entêter dans des politiques perdantes. L'UOM et le Royaume-Uni ont récemment adopté de nouveaux paquets de sanctions, le 18e en date visant la Russie, en mettant l'accent sur un renforcement des restrictions à l'accès de la Russie aux technologies de champ de bataille, la réduction des revenus issus des exportations d'énergie et la sanction d'entités et d'individus. L'UE-COMEB a également abaissé le plafond du prix du pétrole et élargi les sanctions contre la flotte fantôme. Même si la Russie est désormais le pays le plus sanctionné par les États-Unis et leurs alliés, son économie s'est révélée très résiliente, tandis que les sanctions occidentales se sont clairement retournées contre leurs auteurs. En 2022, les États-Unis ont utilisé une arme qu'ils avaient déjà employée à de nombreuses reprises et avec succès, les sanctions. Mais contrairement au cas précédent, cette fois, les États-Unis et leurs alliés ont promis une offensive économique sans précédent, censée paralyser l'économie russe, isoler son élite et déstabiliser le pays de l'intérieur. Tel était le plan. Près de 3 ans plus tard, ces prévisions se sont révélées extrêmement naïves et à courte vue. En réalité, l'économie russe se porte bien mieux que prévu et la Russie progresse sur tous les fronts. Plus les sanctions sont sévères, plus elles sont préjudiciables à ceux qui les imposent. C'est vrai pour l'Allemagne, pour la France, etc. Si vous regardez leurs économies, la quantité de gaz qu'ils achètent est désormais plus importante parce qu'ils achètent davantage de gaz naturel liquéfié, GNL. Que se passerait-il s'il arrivait quelque chose au Moyen-Orient? Que va-t-il se passer? Vont-ils bloquer le pétrole russe d'une manière ou d'une autre? Eh bien, ils n'y parviendront pas. C'est pratiquement impossible à l'heure actuelle. Et les volumes de pétrole et de produits pétroliers consommés dans le monde entier augmentent. Ils augmentent parce que les économies sont en croissance et on ne peut pas y échapper. Il n'y a rien dans ces sanctions qui puisse aider l'économie européenne. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont de plus en plus recours aux sanctions, à la fois comme outil de coercition et comme forme de guerre morale. Qu'il s'agisse de cibler le programme nucléaire pacifique de l'Iran, tout en permettant à Israël de contourner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de viser les essais de missiles de la Corée du Nord ou l'élite politique du Venezuela, l'objectif a toujours été le même. Infliger une douleur économique à l'élite ainsi qu'aux civils jusqu'à ce que la cible se conforme. Car, tôt ou tard, elle le fera. Mais la plus vaste et ambitieuse campagne de sanctions à ce jour, celle contre la Russie, est clairement devenue un exemple de l'échec de Washington. Malgré des milliers de sanctions ciblées contre les banques, les industries et les individus russes, la Russie a augmenté ses dépenses de défense à environ 6% de son PIB, soit le niveau le plus élevé depuis des décennies. La coercition économique des États-Unis visait à isoler la Russie du système financier mondial. Le rouble était censé s'effondrer, l'inflation devait exploser et le peuple russe se soulever contre ses dirigeants. Et pendant un moment, cela a semblé possible. Mais la Russie s'est adaptée et elle l'a fait très très rapidement. En mettant en place des contrôles de capitaux, en augmentant les taux d'intérêt et en gelant les sorties de devises, la Russie a stabilisé le rouble. Puis, en 2 mois, 90% des dépôts bancaires retirés étaient revenus. Parallèlement, des routes commerciales alternatives ont été créées, notamment avec des pays qui ont refusé de soutenir le régime de sanctions, des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie. En fait, le commerce avec la Chine à lui seul a plus que doublé depuis 2021. Les exportations vers l'Inde ont été multipliées par 10. Alors que les décideurs occidentaux espéraient un étouffement économique, Moscou a su se réorienter avec succès. L'économie russe s'est adaptée à une logique de temps de guerre, et bien que les perspectives à long terme annoncent un ralentissement similaire à celui de l'économie mondiale dans son ensemble,
ses performances à court terme se révèlent étonnamment résilientes. Plutôt que d'isoler la Russie, les sanctions l'ont rapproché de la Chine, de l'Iran et d'autres rivaux des États-Unis. Ensemble, ils poursuivent des stratégies anti-dollars, des échanges de devises et de nouveaux accords commerciaux afin d'échapper à l'hégémonie financière américaine. En réalité, les sanctions mêmes qui visaient à affirmer la domination des États-Unis ont catalysé et propulsé un nouveau bloc plus économiquement indépendant et donc bien moins vulnérable à de futures pressions occidentales. Ce qui est important, c'est que le public russe ne s'est pas retourné contre Poutine. Au contraire, il s'est rallié derrière lui. C'est là que la stratégie occidentale se trompe fondamentalement sur la Russie. Là-bas, les sanctions ont en réalité été perçues comme une preuve de l'hostilité occidentale, ce qu'elles sont. La coercition économique est une forme d'agression. Les dirigeants occidentaux pourraient soutenir que les sanctions valent mieux que l'inaction, qu'elles grignotent l'avance technologique de la Russie et qu'elles envoient un message moral. Même si on peut le soutenir, au vu de leur soutien à la guerre d'Israël à Gaza et à la famine imposée aux Palestiniens, les États-Unis ou l'Europe n'ont pas vraiment de leçons de morale à donner. Les sanctions ont, par inadvertance, rendu la Russie plus affirmée, plus autosuffisante et bien plus alignée sur la Chine, un concurrent de poids face aux États-Unis. Ce n'est évidemment pas une histoire nouvelle. Les États-Unis sanctionnent par exemple Cuba depuis plus de 60 ans, sans grand effet. L'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, aucun de ces pays n'a cédé sous la seule pression économique. Et dans de nombreux cas, les sanctions renforcent en réalité le pouvoir en place tout en punissant la population civile. De plus, elles offrent aux dirigeants un bouc émissaire pour les problèmes intérieurs. Alors pourquoi persister dans une stratégie qui fonctionne rarement? Pourquoi une nouvelle série de sanctions imposées par l'UE? Eh bien, en partie parce que c'est politiquement commode. Les sanctions permettent aux décideurs de paraître fermes. Alors que le Sud global travaille sur des plateformes alternatives de règlement financier pour diminuer sa dépendance aux institutions dirigées par les États-Unis, ce contrôle s'évapore, littéralement, jusqu'à disparaître complètement. Dans la stratégie occidentale, les sanctions sont déjà devenues des éléments permanents, des punitions symboliques, si l'on veut, plutôt que de véritables leviers diplomatiques. Et c'est peut-être là l'échec le plus flagrant. Washington a à lui seul détruit le privilège même qu'il devrait chérir, le statut du dollar américain. Au lieu d'affaiblir la Russie, les sanctions ont prolongé le conflit, mis à mal les alliances et rapproché le monde d'un ordre économique multipolaire de plus en plus résistant à l'influence occidentale. Le monde observe, il apprend et il réagit. Et la leçon qu'il en tire, c'est que l'ère de la domination financière des États-Unis peut être contournée, et qu'elle le sera. Et si l'on s'y prépare suffisamment, elle devrait même l'être, car c'est ainsi que l'on protège sa souveraineté économique et, très probablement, sa sécurité nationale. En résumé, l'Occident se retrouve aujourd'hui confronté aux limites de la coercition économique dans un monde qui n'est plus aussi unipolaire qu'il n'y paraissait autrefois. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci de m'avoir rejoint. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sanctions économiques. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. See you in my next one. Take care.